En 1998, j'ai reçu une proposition qui m'a immédiatement intrigué. Un collectionneur anonyme m'avait engagé pour restaurer les meubles d'un vieux manoir abandonné, perdu dans les environs de Rochefort. L'offre était généreuse, presque trop belle pour être vraie. Mais à cette époque, je ne pouvais pas me permettre d'être difficile. Je gagnais ma vie en redonnant vie à des antiquités, en effaçant les cicatrices du temps sur le bois, en réparant les erreurs du passé. Ce travail représentait une aubaine, et je n'avais aucune raison de refuser. Je me suis rendu sur place un matin brumeux. Le manoir se dressait, solitaire et austère, au milieu d'un terrain envahi par les herbes folles. Ses murs de pierre, noircis par l'humidité, portaient les marques des décennies d'abandon. Les fenêtres étaient obscurcies par la poussière, certaines brisées, laissant le vent s'engouffrer dans les pièces vides. En poussant la lourde porte en bois, un grincement sinistre a résonné dans l'entrée. L'odeur de renfermé et de bois pourri m'a immédiatement frappé. L'intérieur du manoir était un chaos figé dans le temps. Des meubles recouverts de drap jauni, des cadres tombés des murs, des morceaux de plâtre éparpillés sur le sol. J'ai allumé ma lampe torche, balayant la pièce du regard. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, une impression diffuse de présence, comme si l'endroit retenait encore l'empreinte de ses anciens occupants. J'ai commencé mon inspection, notant les meubles qui nécessiteraient le plus d'attention. Une grande table en chêne, aux pieds sculptés, était fissurée sur toute sa longueur. Une armoire massive, dont les portes étaient restées entr'ouvertes, laissait deviner un intérieur encore intact. Malgré l'abandon, les pièces respiraient une élégance passée. Mais plus j'examinais le mobilier, plus une sensation oppressante grandissait en moi. Comme si quelque chose m'observait. Je me suis arrêté un instant, tendant l'oreille. Le silence était total, à peine troublé par le vent soufflant à travers les fissures des murs. Je me suis forcé à ignorer cette impression et j'ai installé mon matériel. Après tout, ce n'était qu'une vieille maison. Rien de plus. Du moins, c'est ce que je croyais encore à ce moment-là. Le deuxième jour de travail, alors que je démontais le parquet abîmé dans l'une des pièces du rez-de-chaussée, ma lame a buté contre quelque chose de dur. Intrigué, j'ai retiré les planches avec plus de précaution, révélant peu à peu une trappe encastrée dans le sol. Elle était vieille, usée, presque invisible sous les couches de poussière et de crasse accumulées au fil des années. Il n'y avait ni poignée ni serrure apparente, seulement une fine rainure marquant son contour. Mon cœur s'est emballé. J'ai posé les mains sur le bois et exercé une pression. La trappe a résisté un instant, puis a cédé dans un craquement sourd, soulevant un nuage de poussière. Une odeur d'humidité et de renfermé s'en est échappée, une senteur épaisse et stagnante, comme celle d'un lieu oublié depuis trop longtemps. J'ai pointé ma lampe torche dans l'ouverture, un escalier étroit descendait dans l'obscurité. L'idée d'explorer ce sous-sol inconnu me mettait mal à l'aise, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai attrapé une lampe de chantier, l'ai branchée à une rallonge et me suis aventuré prudemment dans les profondeurs. Les marches en pierre étaient glissantes, usées par le temps, et à chaque pas, un léger écho résonnait autour de moi. En atteignant le bas de l'escalier, j'ai découvert une vaste pièce souterraine. Les murs étaient de pierre brute, suintant d'humidité, et le sol était jonché de débris. De vieux journaux détrempés, des morceaux de bois vermoulu, des toiles d'araignées pendantes. Mais ce qui a immédiatement capté mon attention, c'était l'objet qui trônait au centre de la pièce. Une silhouette humaine, grandeur nature, entièrement faite de cire. Elle se tenait debout, figée dans une posture rigide, les bras légèrement écartés du corps. Son visage était lisse, presque parfait, mais ce qui m'a glacé le sang, c'étaient ses yeux. Deux perles de verre brillantes, fixées droit devant elle. Et ce sourire. Ce sourire immobile, sculpté avec une précision dérangeante, comme si quelqu'un avait voulu lui donner une expression à la fois accueillante et faussement bienveillante. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Quelqu'un avait placé cette figure ici, dans ce sous-sol caché. Depuis combien de temps était-elle là? Et surtout, pourquoi? Un bruit sourd m'a fait sursauter. Derrière moi, la trappe venait de se refermer brusquement. J'ai gravi les marches 4 à 4 et me suis rué vers la trappe, mon cœur battant à tout rompre. Dans la précipitation, ma lampe torche a roulé au sol, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. J'ai forcé de toutes mes forces pour rouvrir le passage, et après un instant qui m'a semblé interminable, la trappe a fini par céder dans un grincement lugubre.
Je suis remonté d'un bond et j'ai claqué le panneau derrière moi, le souffle court, tremblant de la tête aux pieds. Mon regard s'est immédiatement porté sur la pièce autour de moi. Rien n'avait bougé, du moins, c'est ce que j'ai voulu croire. J'ai tenté de me convaincre que mon imagination me jouait des tours. Après tout, ce n'était qu'une statue. Une simple sculpture de cire. Peut-être une œuvre oubliée d'un ancien propriétaire excentrique. Oui, c'était ça. Il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose dans la maison a changé. La première chose que j'ai remarquée, c'était la disparition de mes outils. Mon marteau, mon ciseau à bois, une règle métallique. Je les avais laissés sur la table, et le lendemain matin, ils avaient disparu. J'ai fouillé toute la pièce, retourné mes sacs, vérifié sous les meubles. Rien. Plus étrange encore, certains objets que je n'avais jamais déplacés avaient changé de place. Une chaise que j'avais laissée contre le mur se retrouvait soudainement près de la fenêtre. Une porte que j'avais fermée était entrebâillée. Et puis, il y avait ces marques. Des empreintes de mains, sales et grasses, étaient apparues sur les murs. Elles étaient à hauteur d'homme, étalées comme si quelqu'un les avait laissées en glissant lentement le long du plâtre. J'ai passé mes doigts dessus. Elles étaient légèrement collantes, comme si elles venaient d'être faites. Chaque nuit, la maison devenait plus oppressante. J'entendais des bruits que je ne pouvais pas expliquer. Des craquements, des chuchotements à la limite du perceptible, et surtout, ces pas. Lentement, méthodiquement, quelque chose marchait dans la maison quand je tentais de dormir. Je me relevais d'un bond, attrapais ma lampe torche et scrutais le couloir plongé dans l'obscurité. Il n'y avait jamais rien. Mais je savais que je n'étais plus seul. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. Un bruit sourd, un frottement venu d'en bas, comme si quelque chose de lourd glissait sur le sol. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, mon corps figé par une angoisse sourde. Le silence qui suivit était encore plus terrifiant. Puis, de nouveau, ce son. Un raclement, lent, irrégulier. Quelqu'un, non, quelque chose se déplaçait dans la maison. J'ai tendu la main vers ma lampe torche posée sur la table de chevet et me suis levé sans un bruit. Mon cœur battait à un rythme affolant. J'ai avancé à pas feutrés jusqu'à la porte de ma chambre et l'ai entr'ouverte. Un courant d'air glacial m'a frappé en plein visage. Le bruit provenait du rez-de-chaussée. Je suis descendu lentement les escaliers, évitant les marches qui grinçaient. Chaque pas me rapprochait de ce qui m'attendait en bas. La lampe torche tremblait légèrement dans ma main. Quand j'ai atteint le dernier palier, j'ai braqué la lumière dans la pièce principale. Et mon souffle s'est coupé net. La silhouette de cire, celle que j'avais trouvée dans le sous-sol, était là. Elle n'était plus debout dans le noir du cellier. Elle était assise à la grande table en chêne, celle que je restaurais. Son sourire figé était tourné droit vers moi, ses yeux de verre brillant sous le faisceau de ma lampe. Mon sang s'est glacé. Les bras de la statue reposaient sur la table, les doigts rigides et légèrement recourbés comme s'ils tentaient d'attraper quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui m'a paralysé. Non. C'était l'un de mes outils. Mon marteau, placé juste devant elle, au centre de la table, comme si elle l'avait déposé là. Un bruit, juste derrière moi. Un souffle. J'ai bondi en arrière, braquant la lampe torche dans l'obscurité du couloir. Il n'y avait rien. Mais dans le silence oppressant de la maison, un grincement s'est fait entendre. Une chaise venait de bouger. J'ai reculé lentement, mon cœur battant à un rythme incontrôlable. La lampe torche tremblait dans ma main, projetant des ombres vacillantes sur les murs. La silhouette de cire était toujours là, figée dans son sourire figé, mais quelque chose dans l'air avait changé. Une présence invisible, lourde, étouffante. Puis, un son. Un froissement, un craquement infime. Comme si la cire elle-même bougeait. C'en était trop. J'ai tourné les talons et me suis rué vers la porte d'entrée. Mes doigts ont glissé sur la poignée froide alors que j'essayais de la tourner, mais elle a résisté. Verrouillée. Impossible. Je n'avais jamais fermé cette porte à clé. Derrière moi, le bruit a repris. Un léger grattement sur le bois. Je me suis retourné d'un coup, la lampe torche braquée vers la table. La silhouette de cire n'était plus assise. Elle était debout. Je n'ai pas réfléchi. D'un geste désespéré, j'ai donné un violent coup d'épaule contre la porte. Elle a cédé sous mon poids, s'ouvrant dans un craquement sinistre.
Le froid de la nuit m'a frappé de plein fouet alors que je me précipitais dehors, courant sans me retourner. Je n'ai arrêté de courir que lorsque j'ai atteint ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé dans le contact. Lorsque le moteur a enfin démarré, j'ai jeté un dernier regard vers la maison. Et j'ai vu. Dans l'encadrement de la porte, sous le porche baigné d'ombre, la silhouette était là. Immobile. Son sourire de cire toujours figé, ses yeux de verre braqués droit sur moi. Je suis parti sans demander mon reste. 2 jours plus tard, j'ai rassemblé un groupe d'amis et nous sommes retournés au manoir. J'avais besoin de prouver que je n'avais pas rêvé. Que cette chose existait. Mais quand nous sommes arrivés, le manoir était silencieux. Le sous-sol, vide. Aucune trace de la statue. Juste une inscription griffonnée sur le mur, écrite avec ce qui ressemblait à de la cire fondue. Maintenant, je connais ton visage. En 1975, mon mari Julien et moi avons quitté Paris pour commencer une nouvelle vie dans un petit village reculé de Normandie. Nous cherchions un endroit calme, loin du tumulte de la ville, un coin de paradis où nous pourrions nous retrouver, loin du monde moderne et de son agitation incessante. La route pour y parvenir était sinueuse, traversant des collines brumeuses et des champs silencieux. Plus nous nous approchions du village, plus l'air semblait s'alourdir d'un parfum de terre humide et de bois ancien. Le village était minuscule, composé d'axes en grave peignent une dizaine de maisons au toit de chaume, regroupées autour d'une petite église de pierre. Une rivière étroite serpentait à travers la vallée, disparaissant sous une arche de vieux chênes qui formait une lisière sombre et impénétrable. Nous avons tout de suite remarqué que les habitants étaient discrets, presque méfiants. Ils nous observaient du coin de l'œil alors que nous déchargions nos bagages, échangeant entre eux des murmures à voix basse. C'est au crépuscule, le jour même de notre arrivée, que nous avons entendu parler de la forêt. Une vieille femme, voûtée par l'âge, s'est approchée de moi alors que je rangeais nos provisions. Son visage était ridé comme l'écorce d'un arbre, et ses yeux gris avaient une lueur inquiète. « Ne vous aventurez jamais dans la forêt après le coucher du soleil, murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte que le vent qui sifflait entre les maisons. Je lui ai lancé un regard interrogateur. « Pourquoi ?» Elle a serré ses doigts noueux autour de mon poignet et a soufflé d'un ton grave. « Parce que les voix appellent ceux qui écoutent. » Puis elle s'est éloignée sans ajouter un mot, me laissant avec un frisson glacé parcourant mon dos. Les jours suivants, Julien et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, une vieille bâtisse en pierre aux poutres apparentes et au toit pentu. L'endroit avait du charme, mais quelque chose dans l'atmosphère du village nous mettait mal à l'aise. Les habitants nous évitaient poliment, répondant à nos salutations d'un simple hochement de tête avant de détourner le regard. Nous étions des étrangers, et nous sentions leur réticence à nous accepter. La forêt, elle, semblait omniprésente. Où que l'on soit dans le village, on apercevait toujours cette immense masse d'arbres sombres en arrière-plan, s'étendant comme une mer figée. Chaque soir, un épais brouillard rampait depuis les bois jusqu'aux premières maisons, et les villageois rentraient chez eux avant même que le soleil ne touche l'horizon. Intrigués par cette superstition, Julien et moi avons plaisanté à ce sujet à plusieurs reprises. Peut-être qu'ils ont inventé cette histoire pour éloigner les étrangers ? Suggéra Julien en rangeant du bois près de la cheminée. Ou bien ils croient vraiment à ces voix, ai-je répondu en haussant les épaules. Notre curiosité grandissait à mesure que les jours passaient. Aucun des villageois ne voulait expliquer clairement ce qui rendait la forêt si effrayante. Lorsqu'on posait la question, certains baissaient les yeux, d'autres changeaient de sujet. Finalement, un après-midi d'été, nous avons décidé d'explorer la forêt par nous-mêmes. L'air était chaud, et le ciel, d'un bleu limpide. Nous avons suivi un sentier étroit, à peine visible sous les ronces et les feuilles mortes, nous enfonçant lentement entre les troncs noueux des chênes centenaires. Le silence était presque absolu. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement d'insectes. Seul le craquement feutré de nos pas sur la terre humide résonnait dans l'air stagnant. C'est alors que, sans prévenir, le vent a cessé de souffler, et le monde autour de nous est devenu anormalement immobile. Puis, nous avons entendu les murmures. Au début, ce n'était qu'un souffle à peine perceptible, comme si le vent s'attardait entre les branches. Mais très vite, le murmure s'est amplifié, devenant un chuchotement insistant qui semblait venir de partout à la fois. Des voix. Des dizaines de voix, parlant à l'unisson dans une langue que je ne reconnaissais pas. Elles se superposaient, certaines lentes et traînantes,
d'autres rapides et saccadés, créant une cacophonie hypnotisante. Julien et moi nous sommes figés, les yeux écarquillés. Mon cœur battait à tout rompre. « Tu entends ça » ai-je chuchoté. Julien a simplement hoché la tête. Il scrutait les bois avec une intensité étrange, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'invisible. J'ai attrapé son bras. On devrait rentrer. Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard était perdu entre les troncs d'arbres, fixant un point dans la brume qui s'épaississait entre les feuillages. Puis, soudainement, il a fait un pas en avant. « Attends !» J'ai cru voir. Je l'ai retenu plus fermement. « Julien, non. On y va. Maintenant. » Mais il n'écoutait plus. Son corps était tendu, son visage figé dans une expression étrange, presque fasciné. J'ai suivi son regard et mon sang s'est glacé. Dans la brume, des formes sombres commençaient à émerger. Silhouettes indistinctes, élancées et mouvantes, comme des ombres découpées dans un monde où la lumière n'existe pas. Elles ne marchaient pas, elles glissaient, leurs contours vacillant au rythme des murmures. Elles nous regardaient. Et Julien faisait un pas de plus vers elles. J'ai tiré sur le bras de Julien avec toute la force dont j'étais capable, mais il ne bougeait pas. Son regard restait fixé sur les ombres, ses pupilles dilatées comme celles d'un homme en transe. Son expression n'était plus celle de la peur, mais d'une étrange fascination, comme s'il écoutait un appel silencieux que moi seul ne pouvais pas comprendre. « Julien, arrête !» ai-je supplié, la gorge serrée par la panique. Les voix s'intensifiaient, devenant un tourbillon sonore qui me donnait le vertige. Elles s'insinuaient dans mon esprit, m'enveloppant comme un courant froid. Elles n'étaient plus seulement des chuchotements indistincts. Maintenant, elles formaient des mots. « Viens, regarde, écoute !» Ma vision se brouillait. Les formes sombres s'étaient rapprochées sans que je m'en rende compte. Elles n'avaient pas de visage, juste des cavités profondes où auraient dû être leurs yeux, et leurs silhouettes ondulaient comme de la fumée vivante. Julien a avancé encore d'un pas, ses lèvres entr'ouvertes comme s'il allait parler. « Non !» criai-je en le secouant violemment. Je ne réfléchissais plus. Mon instinct criait que si je restais ici une seconde de plus, nous serions perdus. Dans un ultime sursaut de désespoir, j'ai attrapé une pierre au sol et l'ai jetée dans la direction des ombres. Un frisson d'horreur m'a traversé en voyant la pierre disparaître dans la brume comme si elle avait été avalée par un gouffre invisible. Ce fut suffisant pour me faire réagir. J'ai agrippé Julien de toutes mes forces et j'ai couru, le traînant derrière moi. Je ne sais pas comment j'ai retrouvé le chemin. Tout autour, les murmures formaient une spirale infernale, les voix devenant perçantes, suppliantes, furieuses. Les larmes coulaient sur mon visage. « Cours, Julien !» Mais sa main s'est échappée de la mienne. Je me suis retourné juste à temps pour voir les ombres l'entourer. Et Julien, disparaître dans la brume. J'ai crié son nom. Encore et encore. Ma voix s'est brisée dans l'air glacé, se perdant parmi les murmures. Mais Julien n'était plus là. Là où il se tenait une seconde plus tôt, il n'y avait plus que la brume, dense et impénétrable. Les ombres s'étaient fondues en elle comme si elles n'avaient jamais existé. Seul le silence demeurait. Un silence si absolu qu'il semblait absorber le monde entier. J'ai couru. Mes jambes vacillaient, mes poumons brûlaient, mais j'ai continué jusqu'à ce que les premiers toits du village apparaissent au loin. Je me suis effondré sur la place principale, haletante, tremblante. Des visages sont apparus autour de moi, des silhouettes figées dans l'obscurité du soir. Personne ne m'a posé de questions. Personne ne m'a demandé où était Julien. Il savait. La vieille femme qui m'avait averti le jour de notre arrivée s'est approchée, ses yeux gris emplis d'une tristesse résignée. Elle a simplement posé une main sur mon épaule et murmuré. « Vous l'avez écouté trop longtemps. Julien n'a jamais été retrouvé. » Les jours ont passé dans un brouillard de douleur et d'incompréhension. Les villageois ont évité le sujet, comme s'il était inutile d'en parler. Comme si, pour eux, c'était une fatalité. Mais le pire n'est pas l'absence. Ni le vide qu'il a laissé. Le pire, ce sont les murmures. Au début, je les entendais seulement au crépuscule, un léger écho dans le vent. Puis, ils ont commencé à résonner dans la maison, glissant sous les portes, se glissant entre les murs. Ils chuchotent mon nom, murmurent des mots doux, apaisants. Et parmi eux, il y a une voix que je reconnaîtrai entre mille. Celle de Julien. Il m'appelle. Et un jour,
Je sais que je lui répondrai. Je me souviens du jour où nous sommes arrivés dans ce petit village du sud de la France. C'était une de ces bourgades oubliées du temps, avec ses rues pavées et ses maisons de pierre aux volets fatigués par les siècles. Mon mari et moi avions décidé de quitter la ville pour offrir à notre fils une enfance plus paisible, loin du bruit et du chaos urbain. La maison que nous avions trouvée était charmante, un peu isolée, mais entourée de collines verdoyantes et de champs silencieux. Tout semblait parfait. C'est lors de notre première promenade dans le village que j'ai entendu parler du cimetière. Une vieille femme, assise devant sa porte, m'a observé longuement avant de me demander, d'une voix rauque. « Vous avez un enfant, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Un garçon. Il a 6 mois. » Son regard s'est assombri. Elle a pointé du doigt le chemin qui serpentait entre les arbres, derrière l'église. Là-bas, toutes les tombes sont celles d'enfants. Des jumeaux. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Ce n'est qu'en discutant avec d'autres habitants que la légende m'a été racontée en entier. Depuis plus de 2 siècles, chaque fois qu'un couple avait des jumeaux dans ce village, l'un des enfants mourait avant d'atteindre son premier anniversaire. Toujours sans explication. Toujours dans d'étranges circonstances. C'est la malédiction, disait-on. J'ai ri nerveusement. Mon fils n'avait pas de jumeaux. Cette histoire ne nous concernait pas. Mon mari et moi avons mis ces racontards sur le compte des vieilles superstitions rurales. Après tout, chaque village a ses légendes. Nous avons choisi de ne pas y prêter attention. Si seulement nous avions su. La première fois que j'ai entendu ce bruit, j'ai cru l'avoir imaginé. C'était une nuit calme, une de ces nuits où le silence semble peser sur toute la maison. Je dormais profondément quand un son étrange m'a réveillé. Un faible gémissement, presque un murmure, venant du babyphone posé sur ma table de nuit. Instinctivement, j'ai tendu la main vers l'écran. L'image était granuleuse dans l'obscurité, mais j'ai distingué le berceau de mon fils. Il dormait paisiblement, recroquevillé sur le côté, sa respiration régulière. Alors, qu'avais-je entendu? J'ai coupé le son et me suis rendormi en me disant que j'avais dû rêver. Mais la nuit suivante, cela s'est reproduit. Cette fois, c'était un léger sanglot, suivi d'un bruissement, comme si quelque chose frôlait les draps. Je me suis levé immédiatement et j'ai traversé le couloir à pas rapides. Lorsque j'ai poussé la porte de la chambre, mon cœur s'est serré. L'air était glacial. Mon fils dormait, son petit poing serré contre sa joue. Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait eu quelqu'un ici, juste avant mon arrivée. Les jours ont passé et d'autres choses étranges ont commencé à se produire. Une fois, en passant devant la chambre, j'ai entendu une faible respiration, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, il n'y avait que mon fils, toujours endormi. Une autre nuit, j'ai trouvé la porte du berceau entr'ouverte, alors que je me souvenais l'avoir fermée soigneusement avant de me coucher. Puis il y a eu les empreintes. Un matin, en entrant dans la chambre, j'ai remarqué des traces humides sur le parquet, comme de petites empreintes de pas. Trop petites pour appartenir à un adulte, mais mon fils ne savait pas encore marcher. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. J'en étais sûr. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait arriver ensuite. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, sans savoir pourquoi. La maison était plongée dans un silence oppressant, mais une sensation étrange me nouait l'estomac. Quelque chose n'allait pas. J'ai tourné la tête vers mon mari. Il dormait profondément, son souffle régulier brisant à peine le calme de la chambre. Puis, je l'ai vu. Assis au bout du lit, un enfant me regardait. Il était parfaitement immobile, les jambes pendantes dans le vide, les mains posées sur ses genoux. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, fixés sur moi avec une intensité dérangeante. Son visage, c'était celui de mon fils. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans ma tête. J'ai voulu parler, crier, mais aucun son ne franchissait mes lèvres. Et soudain, le garçon a souri. Un sourire doux, presque tendre. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose d'indéfinissable qui me glaçait le sang. Puis, comme si cela ne suffisait pas, j'ai entendu un léger bruissement derrière moi. Je me suis redressé d'un coup, le souffle court, et j'ai tourné la tête vers le berceau. Mon fils dormait toujours. Mais alors, qui était cet enfant assis au bout de mon lit? Mon corps entier s'est figé. Un froid glacial a envahi la pièce.
J'ai voulu tendre la main, toucher mon mari, le réveiller, mais mes membres refusaient de bouger. L'enfant a penché la tête sur le côté, son sourire s'élargissant légèrement. Puis, en un clignement d'yeux, il n'était plus là. J'ai sursauté, le souffle saccadé, scrutant la pénombre. La pièce était vide. Il n'y avait que mon fils, paisible dans son berceau, et mon mari, toujours endormi à mes côtés. Avais-je rêvé? Mon cœur battait à tout rompre alors que je me levais d'un bond pour vérifier mon fils. Il était chaud, respirait doucement, rien ne semblait anormal. Pourtant, un détail me fit frissonner. Sur les draps, près de ses petits doigts, il y avait une trace humide. Une empreinte. Une empreinte qui ne lui appartenait pas. J'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond, incapable de fermer l'œil. Chaque ombre dans la pièce me semblait mouvante, chaque bruit, une menace silencieuse. Ce que j'avais vu, ce n'était pas un rêve. J'en étais certaine. Au matin, je me suis précipité vers mon mari pour lui raconter. Il m'a écouté avec un air perplexe, haussant les sourcils par moments, puis il a soupiré. « Tu es épuisé, c'est tout. On vient d'emménager, tu ne dors pas bien. Ton esprit te joue des tours. » J'ai voulu insister, mais son ton était sans appel. Pour lui, ce n'était qu'un cauchemar. Alors j'ai décidé de me taire. Mais toute la journée, une angoisse sourde me rongeait. Je surveillais mon fils sans cesse, notant chaque détail, chaque frisson sur sa peau, chaque sursaut dans son sommeil. Cette nuit-là, je ne voulais pas dormir. Je me suis assise dans le fauteuil près du berceau, une couverture sur les épaules, le babyphone à portée de main. À 3 heures du matin, j'ai senti un frisson parcourir ma peau. L'air dans la chambre était devenu glacial, comme si une porte invisible s'était ouverte sur un monde où la chaleur n'existait pas. Puis, un bruit a brisé le silence. Un chuchotement. Une voix faible, presque un souffle. « Il est à moi. » J'ai relevé brusquement la tête. La pièce était sombre, mais je l'ai vu. L'enfant, debout à côté du berceau, le même sourire figé sur son visage. J'ai voulu crier, me lever, attraper mon fils. Mais avant que je ne puisse bouger, la porte de la chambre s'est claquée violemment, plongeant la pièce dans un chaos de cris et de vent glacial. Puis tout s'est arrêté. Le silence est revenu. Quand j'ai enfin osé bouger, mon fils était toujours là, endormi dans son berceau. Rien ne semblait avoir changé. Rien, sauf une chose. Son visage avait une pâleur étrange. Et quand j'ai posé ma main sur sa joue, il était glacé. Un mauvais pressentiment m'a traversé. Je savais que quelque chose allait arriver. Mais jamais je n'aurais imaginé l'horreur qui nous attendait au matin. Quand j'ai ouvert les yeux, un silence pesant régnait dans la maison. Un silence trop lourd, trop absolu. J'ai senti une vague d'angoisse m'envahir avant même de me souvenir de la nuit précédente. Mon corps était engourdi, comme si j'avais dormi trop profondément, piégé dans un état entre le rêve et la réalité. Puis, mon cœur s'est arrêté. Le berceau. Il était trop silencieux. Je me suis précipité, mon souffle déjà saccadé, mon esprit refusant d'accepter ce que je savais au fond de moi. Mon fils était là, immobile. Trop immobile. J'ai posé mes mains sur lui. Froid. Un froid glacial, inhumain. J'ai secoué son petit corps, murmurant son nom, le suppliant de se réveiller. Mais il ne bougeait pas. J'ai hurlé. Mon mari est arrivé en courant. La suite des événements est floue. Les appels, les pleurs, l'ambulance. Les mots des médecins résonnent encore dans ma tête. Aucune cause apparente. Un arrêt inexpliqué. Un de ces drames qu'on ne peut expliquer, qu'on classe sous le terrible nom de « mort subite du nourrisson ». Mais moi, je savais. Ce n'était pas une mort inexpliquée. Ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, avant de quitter la maison pour toujours, je suis retourné une dernière fois dans la chambre. Tout était en ordre, comme si rien ne s'était passé. Puis, dans le silence, un son a résonné. Un rire. Un rire d'enfant, doux et lointain. Je me suis tourné vers la fenêtre, et c'est là que je les ai vus. 2 silhouettes, petites et fragiles, se tenaient par la main sous la pâle lueur de la lune. 2 enfants identiques, leurs visages flous dans la nuit, m'observant en silence avant de disparaître entre les arbres. Mon fils n'était pas seul. Il était avec lui. Son frère. Celui que nous n'avions jamais connu. Celui que la malédiction avait réclamé. Et moi,
je suis resté là, brisé, incapable de pleurer, incapable de fuir l'évidence. Il avait toujours été destiné à partir. En 1923, je tenais une modeste pension dans un petit village des Alpes françaises. Mon établissement n'avait rien d'extraordinaire. Quelques chambres, un salon chaleureux où crépitait un feu de bois, et une cuisine dont l'odeur de pain frais attirait parfois des voyageurs fatigués. La vie était simple, rythmée par les saisons et les rares clients qui s'arrêtaient ici, en route vers des destinations plus prestigieuses. Mais tout cela changea un soir d'automne, lorsque 4 étrangers arrivèrent sans prévenir. Je me souviens encore du bruit feutré de leurs pas sur les pavés humides, de la manière presque synchronisée dont ils franchirent le seuil. Ils portaient de longs manteaux sombres, et sous leurs larges chapeaux, je ne distinguais que des visages pâles, figés dans une étrange impassibilité. Lorsqu'ils s'adressèrent à moi, ce fut avec une voix calme, monocorde, comme si chaque mot avait été soigneusement mesuré avant d'être prononcé. Nous souhaiterions rester ici quelques semaines. Nous payons d'avance. L'un d'eux, un homme grand à l'air distingué, posa sur le comptoir une bourse en cuir remplie de pièces d'or. Une somme bien trop généreuse pour mon humble pension. Je devais refuser, ou du moins poser des questions, mais mes doigts tremblants refermèrent la bourse avant même que mon esprit ne puisse formuler une objection. Très bien. Je vais vous montrer vos chambres. Je pris une lampe à huile et les guidai dans l'escalier de bois. Alors que nous progressions dans le couloir, une sensation étrange s'empara de moi. Ils me suivaient en silence, leurs pas parfaitement coordonnés, comme s'ils glissaient plutôt que de marcher. Lorsqu'ils pénétrèrent dans leurs chambres respectives, aucun d'eux ne prit la peine d'allumer une bougie ou de vérifier les lieux. Ils se contentèrent d'entrer et de refermer la porte derrière eux. Ce n'est qu'à cet instant que je pris conscience d'un détail troublant, aucun d'eux n'avait ouvert les yeux. Je restai un long moment devant leur chambre close, le cœur battant, une angoisse sourde nouant mon ventre. Puis, avec un frisson, je descendis d'un pas rapide, sans me retourner. Les jours suivants, leur présence transforma l'atmosphère de ma pension. Dès l'aube, je m'efforçais de vaquer à mes occupations comme si tout était normal, mais une sensation d'oppression ne me quittait plus. Ces 4 étrangers semblaient ignorer la lumière du jour, ne quittant jamais leur chambre avant la tombée de la nuit. Ils descendaient alors au salon en silence, s'asseyaient autour de la grande table de chêne et attendaient. Toujours droits, immobiles, leur visage aussi pâle que la cire des bougies vacillantes. Ils mangeaient peu et lentement, comme s'ils devaient réfléchir à chaque bouchée. Mais ce qui me troublait le plus, c'étaient leurs paupières. Elles restaient closes, toujours, même lorsqu'ils portaient leur verre à leurs lèvres. Comment pouvaient-ils se déplacer avec une telle précision sans jamais voir où ils allaient? Un soir, alors que je débarrassais la table, j'éprouvai un frisson en sentant leur regard. Non, ce n'était pas possible. Leurs yeux étaient fermés. Et pourtant, je sentais qu'ils me regardaient. Les autres employés commencèrent à murmurer entre eux. Jeanne, la jeune femme qui s'occupait du ménage, me confia un matin qu'elle ne voulait plus entrer dans leur chambre. « Madame Beaumont, on dirait qu'ils savent exactement où je me trouve, même quand je ne fais pas de bruit. » L'un d'eux était assis sur son lit ce matin. J'ai senti son regard sur moi, j'en suis sûr. Mais, il ne m'a pas regardé. Ses yeux étaient fermés. Je tentai de la rassurer, mais au fond de moi, je partageais sa peur. D'autant plus que la nuit, des murmures se faufilaient sous les portes closes. Une langue inconnue, un chuchotement qui semblait s'infiltrer dans les murs eux-mêmes. Puis, un soir, je me réveillai en sursaut. Quelque chose n'allait pas. Un silence total s'était abattu sur la pension, un silence trop profond. Je me levai, enroulai mon châle autour de mes épaules et sortis de ma chambre. Dans le couloir, une silhouette se tenait là. Un des étrangers. Immobile. Au milieu du passage. Son visage était tourné vers moi. Ses paupières fermées. Mais je savais qu'il voyait. Je restai figé sur place, incapable de détourner le regard de cet homme immobile au milieu du couloir. Le souffle court, je tentai de calmer les battements affolés de mon cœur. Il ne bougeait pas, ne disait rien, mais je sentais une tension émaner de lui, une attente silencieuse. Puis, comme si rien ne s'était passé, il tourna lentement la tête, et sans ouvrir les yeux, se détourna pour retourner dans sa chambre. La porte se referma sans un bruit. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Au matin, un nouveau voyageur arriva à la pension. Il s'appelait Pierre Lemoine,
un homme robuste d'une quarantaine d'années, habitué aux longues routes et aux nuits passées dans des auberges modestes. Il était bavard, curieux, et je devinai aussitôt qu'il ne tarderait pas à remarquer l'étrangeté de mes pensionnaires. Lors du dîner, il s'installa à quelques places d'eux, et après quelques minutes, me lança un regard intrigué. « Ils sont bien étranges, vos hôtes. » Je fis semblant de ne pas entendre et me concentrer sur mon service. Mais Pierre n'était pas homme à abandonner une conversation. Il ne parle presque pas. Et, avez-vous remarqué? Ils ne regardent jamais rien. Leurs yeux sont toujours fermés. Je serrai les poings. Bien sûr que j'avais remarqué. Ils sont peut-être aveugles, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Pierre eut un petit rire. Aveugles? Alors comment savent-ils où poser leur verre sans jamais tâtonner? Pourquoi se déplacent-ils comme s'ils voyaient parfaitement? Non, madame, il y a autre chose. La conversation s'arrêta là, mais je savais qu'il ne lâcherait pas l'affaire. Il était ce genre d'homme, poussé par une curiosité qui finit toujours par lui attirer des ennuis. Et cette nuit-là, il commit l'erreur fatale. Je ne sais pas ce qui le poussa à le faire. Était-ce une bravade? Un défi qu'il se lançait à lui-même? Toujours est-il que, alors que la pension était plongée dans le silence, il sortit discrètement de sa chambre et s'approcha de celle d'un des étrangers. Je n'appris ce qui s'était passé que plus tard, mais je peux l'imaginer avec une précision terrifiante. Pierre, retenant son souffle, collant son œil au trou de la serrure. Et là, dans la pénombre de la chambre, il ne vit pas ce qu'il s'attendait à voir. Pas un lit, pas une silhouette endormie. Seulement un brouillard noir, mouvant, impossible à définir. Une obscurité vivante. Il recula d'un pas, le cœur battant. L'horreur était peinte sur son visage. Mais il commit une seconde erreur. Il regarda de nouveau. Et cette fois, il n'eut pas le temps de voir quoi que ce soit. Parce qu'une voix glaciale, tout près de son oreille, murmura. « Maintenant, nous aussi, nous te voyons. » Pierre n'eut même pas le temps de crier. Le lendemain matin, un silence pesant régnait sur la pension. Je descendis prudemment l'escalier, le cœur serré par une angoisse inexplicable. Quelque chose avait changé. Je le sentais dans l'air, dans la lumière blafarde qui filtrait par les fenêtres embuées. Les 4 étrangers étaient déjà assis à leur place habituelle dans le salon. Immobiles. Leurs visages impassibles tournés dans la même direction. Comme s'ils attendaient quelque chose. Comme s'ils savaient. Mais Pierre n'était pas là. Un mauvais pressentiment me noua l'estomac. Je m'approchai de sa chambre et toquai doucement. Pas de réponse. L'angoisse monta en moi, une peur sourde qui me disait de ne pas ouvrir cette porte. Mais je le fis quand même. La chambre était vide. La couverture était froissée, comme s'il s'était levé précipitamment en pleine nuit. Ses affaires étaient toujours là, mais lui avaient disparu. Seule la fenêtre grande ouverte donnait un indice sur la direction qu'il avait prise. Je sortis dans la rue, interrogeant les passants, demandant aux commerçants s'ils avaient vu un homme errer dans le village. Ce fut un fermier qui me donna la réponse que je redoutais. Il est là-bas, sur la route. Quelque chose ne va pas avec lui. Je courus, le souffle court, mes jambes faiblissant sous moi. Et c'est là que je le vis. Pierre marchait lentement, ses pas hésitants, comme un homme perdu dans l'obscurité. Ses mains tremblaient le long de son corps, et ses lèvres murmuraient sans cesse la même phrase. « Il me voit, il me voit, il me voit. » Puis, lorsqu'il tourna enfin son visage vers moi, mon sang se glaça. Ses yeux, ils avaient été grossièrement cousus avec un fil noir, comme si quelqu'un avait voulu l'empêcher de voir quoi que ce soit. Le fil pénétrait profondément dans la chair, des gouttes de sang séché marquant ses joues comme des larmes maudites. Il tomba à genoux devant moi, tremblant, et murmura une dernière fois. « Ils sont partout. » Et puis, il s'effondra. Pierre fut emmené d'urgence chez le médecin du village, mais il était déjà trop tard. Son esprit avait sombré dans une terreur indicible. Il ne parlait plus, ne réagissait pas, et chaque fois qu'on tentait de toucher les fils noirs qui lui cousaient les paupières, son corps se crispait dans un spasme de pure panique. Les autorités locales furent prévenues, mais personne ne savait quoi faire. Qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? Et surtout, comment? Car Pierre ne portait aucune autre blessure. On aurait dit qu'il avait été puni d'une manière impossible à expliquer. Mais ce qui me glaça le plus le sang, ce fut autre chose. Lorsque je revins à la pension ce soir-là,
Les 4 étrangers n'étaient plus là. Leur chambre était vide, parfaitement rangée, comme si personne ne les avait jamais occupées. Pas un cheveu, pas une empreinte, rien. Seule une chose restait derrière eux, le trou de la serrure par lequel Pierre avait regardé. Il n'était plus un simple petit orifice creusé dans le bois. Il était devenu une tache sombre et informe, comme si quelque chose de vivant avait brûlé son empreinte dans la porte. Les semaines passèrent, et l'histoire de Pierre se répandit. La pension perdit peu à peu ses clients. Trop de rumeurs circulaient, trop de murmures dans le village. Finalement, j'abandonnai l'établissement et quittai la région. Mais la légende ne s'arrêta pas là. Des années plus tard, un autre voyageur fit halte dans une auberge voisine. Un homme curieux, avide d'histoires effrayantes. On lui parla de la pension, de ses étranges hôtes, de Pierre le moine. Et une nuit, par jeu, par bravade, il s'approcha d'une porte abandonnée dans le grenier de l'auberge. Une porte vieille et usée, récupérée de la pension après sa fermeture. Une porte avec un trou de serrure qui semblait trop noir, trop profond. Il y colla son œil. Et le lendemain matin, on le retrouva sur la route. Ses yeux, cousus avec un fil noir. Il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. Dès que j'ai franchi les portes de l'ancienne abbaye, transformée aujourd'hui en hôtel, j'ai ressenti une lourdeur indescriptible. L'air semblait plus épais, chargé d'un silence oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. On dit que cet endroit a été fondé il y a plus de 8 siècles par un ordre religieux dont l'histoire s'est perdue dans le temps. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette abbaye a connu des événements sombres, des choses que les archives officielles préfèrent taire. J'avais entendu des murmures avant même d'arriver ici. Des rumeurs parmi les habitants du village voisin, des histoires murmurées à voix basse, comme si les mots eux-mêmes pouvaient réveiller quelque chose. Ils ont transformé un lieu sacré en hôtel. Ils ont brisé l'équilibre. J'avais souri, pensant qu'il s'agissait simplement des superstitions locales. Mais maintenant que je suis là, je commence à comprendre pourquoi tant de gens évitent cet endroit une fois la nuit tombée. Dès mon arrivée, j'ai remarqué que les employés étaient nerveux. Le réceptionniste, un homme mince d'une 50aine d'années, m'a tendu la clé de ma chambre avec des mains légèrement tremblantes. « Bienvenue à l'hôtel de l'abbaye », a-t-il dit, d'une voix qui manquait d'assurance. Il a ajouté, presque machinalement, que le petit déjeuner était servi entre 7h et 10h. Mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Il m'a observé un instant de trop, comme s'il hésitait à me dire quelque chose d'important. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Le couloir était long, étroit, faiblement éclairé par des appliques murales qui projetaient des ombres tremblotantes sur la tapisserie vieillie. Ma chambre, la numéro 23, se trouvait au bout du couloir. Une sensation étrange m'a parcouru l'échine lorsque j'ai inséré la clé dans la serrure. Comme si quelqu'un, de l'autre côté de la porte, attendait déjà mon arrivée. Lorsque j'ai poussé la porte de ma chambre, une odeur légèrement poussiéreuse m'a accueilli, mêlée à un parfum plus subtil, presque imperceptible, que je ne parvenais pas à identifier. L'endroit était charmant, dans un style ancien, avec des meubles en bois massif et un grand lit à baldaquin. Mais ce qui attira immédiatement mon attention, ce fut le miroir. Il était imposant, encadré de bois sculpté, accroché juste en face du lit. Un miroir d'époque, dont la surface légèrement ternie semblait avoir absorbé les siècles. Je me suis approché, observant mon reflet avec attention. Rien d'inhabituel. Pourtant, une étrange impression s'empara de moi, comme si l'image dans le verre était légèrement décalée, comme si elle n'était pas tout à fait synchrone avec mes mouvements. Je secouai la tête et me détournai. Fatigue, sans doute. Mais alors que je posais ma valise au pied du lit, un frisson glacial me parcourut l'échine. J'avais la sensation d'être observé. Lentement, presque à contre-cœur, je tournai de nouveau les yeux vers le miroir. Je n'étais plus seul dans la pièce. Derrière moi, dans le reflet, une silhouette se tenait immobile. Une femme. Elle portait une robe sombre, longue, presque d'un autre temps. Son visage était flou, indistinct, comme si le verre refusait de capturer ses traits. Son absence physique dans la pièce rendait sa présence dans le miroir encore plus terrifiante. Je me retournai brusquement. Rien. L'air était vide, la chambre silencieuse. Pourtant, mon cœur battait à tout rompre. Je fis un pas en arrière, revenant face au miroir. Elle était toujours là.
Elle ne bougeait pas, ne faisait aucun geste. Mais j'avais l'impression qu'elle me voyait, qu'elle m'observait avec une intensité insoutenable. Je sentis ma gorge se serrer et mon souffle devenir court. Puis, sans prévenir, la silhouette s'effaça, avalée par l'obscurité du miroir. Je restai figé plusieurs secondes, incapable de bouger. Mon esprit tentait de rationaliser ce que je venais de voir. Une illusion d'optique? Un jeu d'ombre? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je n'arrivais pas à détacher mon regard du miroir. Mon esprit me criait de quitter cette chambre immédiatement, mais quelque chose me retenait. Une fascination morbide, un besoin irrationnel de comprendre ce que je venais de voir. Peut-être que la fatigue me jouait des tours. Peut-être que mon imagination s'emballait à cause des histoires que j'avais entendues. Pourtant, une chose était sûre, cette femme avait existé. Peut-être pas dans la réalité tangible de cette chambre, mais dans cet espace trouble qu'offrait le reflet du miroir. Je me forçai à détourner les yeux, à reprendre mes esprits. J'ouvris ma valise, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence étrange. Pourtant, alors que je déplaçais mes affaires, mon regard retournait sans cesse vers le miroir, comme si une part de moi craignait qu'elle revienne. Le dîner fut une épreuve. Dans la salle à manger de l'hôtel, j'observais les autres clients, cherchant dans leurs expressions une trace de malaise similaire au mien. Mais personne ne semblait préoccupé. Les serveurs allaient et venaient avec une efficacité mécanique, évitant soigneusement de croiser mon regard. Je finis par engager la conversation avec une employée, une jeune femme au visage fatigué qui débarrassait les tables. « Excusez-moi, cet hôtel a une histoire particulière, n'est-ce pas ?» Elle s'arrêta net, sa main serrant le plateau avec une crispation à peine dissimulée. « Pourquoi vous dites ça? J'ai entendu certaines histoires sur cet endroit, notamment sur les miroirs. » Son expression changea. Une ombre de peur passa dans ses yeux. « Ne regardez pas trop longtemps dans les miroirs, monsieur. » Elle jeta un regard autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un l'écoute, puis ajouta à voix basse. « C'est comme ça que ça commence. » Avant que je ne puisse poser la moindre question, elle s'éloigna précipitamment. Cette phrase résonna dans mon esprit toute la soirée. C'est comme ça que ça commence. Alors, en remontant dans ma chambre, une idée s'imposa à moi. Je devais savoir. Je devais voir jusqu'où cela pouvait aller. C'est ainsi que je pris la décision insensée de veiller toute la nuit devant le miroir. Minuit. Puis 1 heure. Puis 2. Assis sur le fauteuil face au miroir, je luttais contre la fatigue. La chambre était plongée dans un silence absolu, seulement troublé par le tic-tac lointain d'une horloge quelque part dans l'hôtel. Chaque ombre projetée par la faible lumière de ma lampe semblait danser lentement sur les murs, se tordre dans des formes indistinctes. Mais le miroir, lui, restait immobile. Son verre sombre me renvoyait mon propre reflet, fatigué, tendu, les yeux rougis par l'attente. J'avais posé mon téléphone sur la table de nuit, l'enregistreur activé, prêt à capturer le moindre mouvement. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine. Une part de moi espérait que rien ne se passe. Que tout cela ne soit qu'un simple jeu d'ombre et d'imagination. Puis, à 3 heures précises, l'atmosphère changea. Ce fut subtil d'abord. Un frisson glacial parcourut l'air, comme si la température venait de chuter brutalement. Mon souffle se transforma en vapeur fine, et une odeur étrange emplit la pièce. Un parfum fané, ancien, comme celui d'un vêtement oublié dans un grenier pendant des décennies. Dans le miroir, quelque chose bougea. D'abord une simple distorsion, un frémissement imperceptible sur la surface du verre. Puis, lentement, une silhouette apparut derrière moi. Elle était là. La femme en robe sombre. Immobile, à quelques pas seulement de mon fauteuil. Mon cœur s'arrêta. Cette fois, son visage était plus net. Blafard, creusé, figé dans une expression qui me glaça jusqu'aux os. Ses yeux, vides et insondables, fixaient mon reflet. Je n'osais pas bouger, pas respirer. Puis, lentement, elle commença à se tourner vers moi. Pas son reflet. Elle. Je ne voulais pas voir son visage. Je savais, au plus profond de moi, que si nos regards se croisaient, quelque chose d'irrémédiable arriverait. Mais je ne pouvais plus détourner les yeux. Mon propre reflet semblait paralysé, figé dans la même terreur que moi. Elle continuait de se tourner, centimètre par centimètre. Et lorsque son visage fut enfin face au mien,
le miroir s'assombrit brutalement, comme si toute lumière avait été aspirée à l'intérieur. Puis, ce fut le noir total. Je ne sais pas combien de temps j'ai sombré dans cette obscurité. Il n'y avait plus de chambre, plus de miroir, plus de sol sous mes pieds. Juste un vide absolu, glacé, où le temps n'existait plus. Puis, un son. Un souffle. Une voix indistincte murmurant juste à côté de mon oreille. Mon corps tout entier était paralysé, mais je sentais une présence. Tout près. Trop près. Puis, soudainement, j'ai repris conscience. J'étais toujours assis sur le fauteuil. La chambre était exactement la même. Le miroir était là, devant moi. Mais quelque chose n'allait pas. La lumière semblait différente. Comme si un voile invisible recouvrait toute la pièce, la rendant plus terne, plus irréelle. Un silence pesant régnait, plus oppressant encore qu'avant. Et puis, je l'ai vu. Mon reflet. Il ne bougeait pas. Je me suis levé d'un bond, mais l'homme dans le miroir est resté assis, figé, ses yeux noirs plongés dans les miens. Un frisson de pure terreur m'a traversé. Ce n'était pas moi. Un mouvement derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Elle était là. Plus proche que jamais. Son visage livide n'était plus flou. Il était tordu dans une expression de douleur infinie, de folie indicible. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un sourire atrocement lent, dévoilant des dents gâtées, noircies par le temps. Je voulais crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Puis, dans un souffle putride, elle murmura quelque chose. Un mot. Mon nom. La dernière chose dont je me souviens, c'est mon propre reflet qui, enfin, se leva. Et m'a tendu la main. Le lendemain matin, les employés ont retrouvé mon corps. J'étais assis devant le miroir, figé dans une posture raide, mes yeux grands ouverts sur une horreur indicible. Mon visage était figé dans un rictus tordu, comme si j'avais vu quelque chose d'au-delà de l'imaginable. Le miroir, lui, ne reflétait plus rien. Juste une obscurité insondable. Je m'appelle Edgar Moreau. J'ai vécu de nombreuses années, mais il y a un souvenir qui refuse de s'effacer de ma mémoire. Une nuit froide, pendant la guerre, j'ai vu quelque chose que personne n'a jamais pu expliquer. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais chaque fois que je le fais, je ressens le même frisson glacial que cette nuit-là. C'était en hiver, dans une petite gare oubliée du monde, la gare de Beaumont. À cette époque, j'étais un simple employé ferroviaire. La guerre battait son plein, et les trains transportaient aussi bien des soldats que des marchandises essentielles. Nous travaillions de longues heures, souvent dans l'obscurité, éclairés seulement par la lueur vacillante des lanternes accrochées au mur de la gare. Cette nuit-là, j'étais seul, comme c'était souvent le cas. La neige tombait doucement, recouvrant les rails d'un manteau silencieux. L'horloge de la gare affichait minuit lorsque j'entendis un son que je n'étais pas censé entendre à cette heure-là, le sifflement d'un train approchant. J'ai d'abord pensé à une erreur. Aucun train n'était prévu à cette heure. J'ai saisi mon registre et j'ai vérifié encore et encore, mais aucun convoi ne devait passer par Beaumont cette nuit-là. Pourtant, à travers la brume qui flottait au-dessus des rails, j'ai vu les phares d'une locomotive percer l'obscurité. Elle avançait lentement, comme si elle émergeait d'un autre temps. Son châssis en fer portait les marques du temps, sa peinture écaillée et sa structure couverte d'une couche de suie ancienne. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle se déplaçait. Silencieuse, presque irréelle. Je me suis levé, serrant ma lanterne dans ma main tremblante. Ce n'était pas normal. Ce train n'était pas censé être là. Et pourtant, il était là, s'arrêtant doucement devant moi, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Les portes du train se sont ouvertes dans un silence absolu. Pas de grincement métallique, pas de soupir de vapeur, seulement ce vide insondable qui m'a aussitôt donné la chair de poule. Une brume légère s'échappait de l'intérieur des wagons, se mêlant à la nuit glaciale. Je me suis avancé prudemment, ma lanterne projetant une lumière vacillante sur le quai désert. À l'intérieur, des silhouettes étaient assises, immobiles. Elles semblaient attendre quelque chose. Ou peut-être, quelqu'un. Leur posture était rigide, presque trop parfaite, comme si elles avaient été figées dans le temps. Je me suis raclé la gorge et j'ai lancé d'une voix mal assurée. « Bonsoir, ce train n'est pas prévu sur les horaires. Quelle est votre destination ?» Pas de réponse. Juste ce silence pesant, presque assourdissant.
J'ai avancé encore d'un pas et ma lumière a enfin éclairé les visages des passagers. Ou plutôt, là où leurs visages auraient dû être. À la place de leurs traits, il n'y avait que des ombres mouvantes, une obscurité profonde qui semblait avaler la lumière. Pas d'yeux, pas de bouche, rien qu'un vide abyssal. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Puis, comme un murmure porté par le vent, j'ai entendu quelque chose. Un son faible, comme un écho lointain de voix étouffée, venu d'un autre monde. Elle chuchotait, mais je ne comprenais rien. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mon instinct me hurlait de reculer, de fuir, de ne pas chercher à comprendre. Mais mes jambes refusaient de bouger. Je les fixais, incapable de détourner le regard. Et c'est à ce moment-là que l'un d'eux a tourné la tête dans ma direction. Je n'aurais pas dû rester là. Mon corps entier me suppliait de fuir, mais j'étais cloué au sol, la respiration coupée, incapable de détourner les yeux de ces silhouettes immobiles. L'un d'eux, assis près de la fenêtre, tourna lentement la tête vers moi. Ce mouvement, bien que fluide, n'avait rien d'humain. Il était trop précis, trop mécanique. Ma lanterne projeta un cercle de lumière sur son visage, mais il n'y avait toujours rien. Juste cette ombre insondable là où ses traits auraient dû être. Puis, un à un, les autres passagers firent de même. Les têtes se tournèrent vers moi dans un parfait synchronisme, comme des pantins actionnés par un fil invisible. Un froid glacial me transperça la poitrine. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Alors, le murmure reprit. Cette fois, il était plus fort, plus distinct. Un chœur de voix étouffées, superposées les unes aux autres, résonna à l'intérieur du wagon. Ce n'étaient pas des mots, mais des fragments de phrases, des soupirs déformés, des syllabes que mon esprit ne parvenait pas à assembler. Ma main tremblante serra la lanterne, et c'est là que je le vis. Au fond du wagon, une silhouette se leva. Plus grande, plus imposante que les autres. Elle ne bougea pas immédiatement. Elle semblait m'observer, ou du moins, me sentir. Puis, lentement, elle fit un pas vers moi. Et le train tout entier se mit à vibrer. Un grondement surmonta des entrailles du train, un bruit profond et organique, comme si la machine elle-même était en vie. Les murs des wagons frémirent, les vitres tremblèrent, et sous mes pieds, le sol parut se dérober un instant. La silhouette imposante continua d'avancer vers moi, ses mouvements étrangement fluides, presque liquides. Chaque pas qu'elle faisait semblait étirer l'espace autour d'elle, comme si la distance entre nous se comprimait et se dilatait à la fois. Et puis, d'un seul coup, le murmure s'arrêta. Le silence qui suivit fut pire que les voix. Il était oppressant, lourd, comme si l'air autour de moi s'était figé. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la gare. Le train vibra une dernière fois, puis, sans avertissement, les portes se refermèrent brusquement dans un claquement sec. Je fis un bond en arrière, lâchant presque ma lanterne. Les roues crissèrent sur les rails, et dans un souffle spectral, le train commença à reculer lentement, sans conducteur, sans mécanisme visible, comme s'il était tiré par une force invisible. Alors que la locomotive disparaissait peu à peu dans la nuit brumeuse, je crus voir, derrière les fenêtres du wagon, ces silhouettes sans visage toujours tournées vers moi. Et puis, en un instant, il n'y eut plus rien. Plus de train. Plus de son. Juste moi, seul sur le quai, mon souffle saccadé formant de petites volutes dans l'air glacé. Je regardais l'horloge accrochée au mur de la gare. Minuit pile. Le lendemain, j'ai signalé l'incident au responsable de la compagnie ferroviaire. Personne ne trouva la moindre trace du train dans les registres. Aucun convoi n'était censé circuler cette nuit-là. Et pourtant, chaque année, à la même date, à la même heure, les cloches de la gare se mettent à sonner toutes seules. Les années ont passé, mais cette nuit-là ne m'a jamais quitté. Chaque détail est gravé en moi comme une brûlure que le temps refuse d'apaiser. J'ai essayé de comprendre, de trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'histoire du train disparu. En fouillant les archives locales, je suis tombé sur un vieil article de journal jauni par le temps. Il parlait d'un accident ferroviaire survenu en hiver, en l'an 1892. Un train de voyageurs reliant Beaumont à une ville voisine n'était jamais arrivé à destination. D'après les rares témoins, le convoi aurait déraillé à la sortie d'un tunnel, plongeant dans un marécage profond. Aucun corps n'avait été retrouvé. L'épave du train,
Elle aussi, semblait s'être volatilisée. En lisant ces lignes, j'ai senti un frisson glacial parcourir mon échine. Les passagers de cette nuit-là, auraient-ils pu être ces âmes perdues, piégées dans un voyage éternel? Ce train revenait-il chaque année, cherchant encore une gare où il pourrait enfin s'arrêter pour de bon? Je n'ai jamais eu la réponse. Mais une chose est certaine, chaque année, lorsque minuit approche et que l'air devient anormalement froid, je sais que le train est là. Je n'ai jamais osé retourner à la gare de Beaumont à cette heure fatidique. Pourtant, des habitants racontent qu'ils entendent encore les cloches sonner, bien qu'elles soient rouillées et hors d'usage depuis des décennies. Certains disent même avoir aperçu, au loin, dans l'obscurité des rails, la lueur fantomatique de phares approchant doucement. Moi, je préfère ne pas savoir. Mais si un jour vous vous retrouvez seul, dans une vieille gare abandonnée, et que vous entendez un train arriver alors qu'aucun n'est prévu, ne montez surtout pas à bord.